Ok, aujourd'hui nous allons parler un peu de la relation entre paysage et santé. Nous allons faire un recours sur la philosophie et sur la psychologie. Et si nous avons le temps, nous allons lire ensemble l'article de Catherine Ward Thompson que vous avez aussi dans les listes de textes pour préparer le cours. Ok? Si. Ok. Quand je parle de paysage et santé, je fais trois réflexions pour analyser l'espace de la médecine, l'espace de l'hôpital en tant qu'espace et paysage. Et le deuxième, c'est le paysage de la médecine. Et le troisième, nous allons faire des réflexions pour parler des conséquences et les considérations théoriques. Donc, quand nous parlons de l'espace de la médecine, nous parlons de l'espace soi-même, donc les lieux des soins, les hôpitaux, les cabinets de consultation, le dispensaire, le cabinet médical, les maisons des malades, mais aussi de l'environnement et des jardins autour les hôpitaux. Ou, nous n'allons pas parler aujourd'hui, mais il y a aussi la possibilité de parler de jardin thérapeutique, que c'est une thématique que nous allons à développer dans le cours sur paysage, sur la question de la relation entre jardin et santé pour le jardin thérapeutique. Et quelles sont les conséquences théoriques? Non, pardon. Il y a beaucoup des articles et surtout de preuves médicales. Il y a toute une histoire philosophique de la relation entre paysage et santé, et nous allons la voir, mais aussi, donc, les sciences humaines ont étudié cet argument, mais aussi les sciences plus naturelles, les sciences dures. Et donc, il y a beaucoup de preuves médicales sur la réduction du stress, sur la réduction de la maladie liée à la présence ou à l'absence de paysage. Donc, il y a une réflexion qui vient des sciences humaines, donc la philosophie, la relation entre les lieux, le paysage et le développement de l'être humain. Mais il y a aussi une réflexion qui vient de la médecine et de la psychologie sur les preuves, donc preuves quantitatives et qualitatives pour la réduction, surtout ici en psychologie, pour la réduction du stress, car nous sommes en contact avec un paysage, que c'est une thématique très à la mode aujourd'hui, mais il vient d'une étude de psychologie plus large, qui a commencé plus ou moins autour les années 70. Et aussi, tous les études qui connectent des preuves médicales plus physiques et le paysage. Qu'est-ce que c'est mon considération finale? C'est que nous avons en parlé un peu sur le corps du malade, le sujet de la maladie, et en tenté de faire une ontologie de la maladie et du corps. C'est un peu la conclusion un peu plus philosophique. Donc, nous avons vu la fois passée avec le cours de Paula que nous pouvons faire une distinction entre espace et lieu, vous le rappelez, et l'espace de la médecine peut être pour un certain idée considéré comme un espace vide, comme un espace, nous avons dit, anonyme, homologué, globalisé, donc cartésien. Et nous avons vu que le concept d'espace est, pour le moins pour Lefebvre, introduit en tant qu'interprétation scientifique qui fait son apparition dans l'âge moderne. Donc c'est
un construit qui pertient spécifiquement à l'homme moderne. Nous avons vu qu'il y a aujourd'hui, pour l'anthropologie de la surmodernité et pour un anthropologue français qui s'appelle Marc Auger, en distinction entre lieu et non-lieu. Nous l'avons lu, nous l'avons lu, nous l'avons un peu questionné, nous avons débattu sur cette thématique et nous avons vu que Auger a introduit la distinction entre lieu et non-lieu. Et pour non-lieu, il parle de aéroport, chemin de fer, centres commerciaux, considérés en tant que zones globalisées envers lesquelles l'individu ne peut ressentir d'émotions ou de sentiments identitaires. Avec cette distinction, nous pouvons penser un peu à l'espace des hôpitaux ou pas. Donc, l'idée, c'est de questionner encore ces dichotomies, de la penser un peu. Pourquoi? Pourquoi, normalement, quand les architectes parlent d'espace, il y a des philosophes qui entendent un espace cartésien, mais aussi en général, l'espace c'est tout, c'est la possibilité physique où sont les corps. Et c'est la possibilité pour les corps d'entrer en relation. Donc, l'espace, c'est pas, nous avons vu la fois passée, c'est pas seulement quelque chose de vide, de homologué, de cartésien, de commercial, mais c'est aussi la possibilité, c'est l'où ou les corps entrent en relation. Toute cette introduction pour arriver à l'espace de l'hôpital. Et l'espace de l'hôpital, c'est l'espace où plus le corps est en relation avec un espace et avec les autres corps. Mais qu'est-ce que c'est la caractéristique plus importante du corps dans les hôpitaux? C'est un corps malade. C'est un corps qui est sujet des maladies. Et qui est l'auteur qui est en France pour le moment? Qui est le philosophe qui en France a parlé plus sur la relation entre corps, hôpital et maladie? C'est une question. Un philosophe, c'est très fameux. Ouais. Michel Foucault. Michel Foucault, c'était un philosophe du XXe siècle. Et il parle d'une chose très spécifique, d'une chose qui s'appelle biopolitique. Donc, la biopolitique, c'est la discipline des corps. C'est la discipline du corps, c'est la façon où les corps sont contrôlés, déterminés, gérés, surtout à partir de ces sexualités, dans un espace qui peut être l'espace de la maladie mentale, mais aussi l'espace plus politique de la ville, l'espace des bâtiments. Comme l'idée c'est comme l'espace de l'architecture va déterminer, va contrôler mon corps, votre corps physique. Oui. Mais j'arrive. Oui, il y a ici. OK? Et ouais, c'est ça, Michel Foucault, les philosophes, c'est sympathique. C'est, ouais, j'arrive. Michel. OK.
il a écrit un livre très, très, très important, très fameux, qui c'est Surveiller et punir, qui il se réfère à la naissance de la prison, considérée comme prison, mais aussi à les hôpitaux mentaux et les hôpitaux contemporains. Nous pouvons faire avec lui une réflexion sur l'espace général de la médecine. Et il a écrit aussi ce livre-là, qui s'appelle Naissance de la clinique, qui c'est très intéressant pour parler du contrôle physique des corps du malade. Et comme la médecine a introduit une façon de contrôler le corps et de le déterminer du point de vue naturel. Mais pour nous, c'est surtout intéressant, c'est ça, Surveiller et punir. Il écrit ce livre dans le 1975. Mais le naissance de la clinique, c'est intérieur. Et qu'est-ce que c'est la chose intéressante pour nous? C'est que il y a un concept, un projet, plus qu'un concept, c'est un projet, c'est un projet de bâtiment qui s'appelle Panopticon. Et il décrit ces bâtiments dans le livre Surveiller et punir. Bien, le nom de ce bâtiment-là, Panopticon. Panopticon. OK. Bien, c'est un mot grec. Excusez-moi. Oui, j'arrive. Je suis un peu lent ce matin, mais ça. Pan signifie tout. Ouais. Opticon, voir. Et donc, pourquoi ces bâtiments, c'est un exemple de contrôle totalitaire du corps. Et c'est un dispositif, Foucault parle du dispositif panoptique. Et c'était une prison projetée par un philosophe qui s'appelle Jeremy Bentham et son frère Samuel, projeté dans cette période-là. Il était deux ingénieurs, son frère était un ingénieur naval, et Bentham, c'est un philosophe utilitariste, c'est considéré très important pour la philosophie utilitariste, et consacra une large partie de son temps et presque toute sa fortune personnelle à la promotion de cette typologie de prison. C'était une prison. Et après beaucoup des années de refus, des difficultés politiques et financières, il parvint à obtenir l'accord du Parlement britannique. Et le projet avorta cependant en 1811, lorsque le roi s'opposait à l'acquisition du terrain. Mais le modèle plus proche, c'est un dispositif, et c'est un modèle que pour Foucault, nous allons retrouver dans beaucoup de prisons et beaucoup des hôpitaux. Quelle est la caractéristique du panopticon? C'est que Foucault dit qu'elle est un dispositif où le sujet, c'est ici,
sont les parties de la prison. Le sujet, c'est ici. C'est un bâtiment circulaire avec un tour. Et les gardiens, c'est dans la tour centrale. Et donc, tous les prisonniers sont vus par les gardiens, mais ils ne peuvent pas le voir. Donc, c'est un modèle de contrôle visuel et spatial. L'objectif de la structure de panoptique, de le panopticon est Bentham prendre inspiration pour une sérail des animaux. C'est le contrôle total et l'organisation totale du corps du prisonnier dans ce bâtiment. Et la structure permet aux gardiens, logés dans un tour central, d'observer tous les prisonniers enfermés dans ces petites cellules, ici, de le garder sans que ceux-ci puissent savoir s'ils sont observés. Ce dispositif, pour Foucault, devait ainsi donner aux détenus le sentiment d'être surveillés constamment. Et c'est sans le savoir véritablement, c'est-à-dire à tout moment. La lecture proposée par Foucault dans ces livres-là fait du panopticon l'emblème du tournant disciplinaire de la société contemporaine et a popularisé la notion du panoptisme. Et aujourd'hui, nous pouvons utiliser le panopticon pour expliquer le contrôle politique et biopolitique sur la vie, sur notre vie, pas seulement à travers des bâtiments et des espaces, mais aussi à travers des choses comme le contrôle d'Internet, les contrôles politiques, les contrôles médiatiques. Mais pour nous, c'est important de voir comment il a commencé comme un contrôle qui vient d'un bâtiment et donc de l'architecture. Et c'est très important que c'est un bâtiment carcérière, que c'est une prison. Et donc, il y a là le commencement de l'institution disciplinaire. OK? Qu'est-ce que c'est la chose intéressante? C'est que c'est un modèle qui a été utilisé pour beaucoup de prisons. Et c'est ça, c'est... il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est une prison française, la Santé de Paris, construite à partir de 1861 et 1867 à Paris. Okay. Et le modèle, c'est presque, je pense, intéressant parce que c'est un modèle très similaire à le modèle panoptique. Parce qu'il y a un tour central, comme vous pouvez voir, qui peut contrôler toutes les pièces qui sont normalement dans les bras cependant. Et maintenant, seulement une partie arrière est utilisée. Et ça signifie que ces parties sont moins panoptiques. Il y a eu une contestation forte de ce modèle de prison.
Et c'est au centre de la ville, non? Il est proche de Montparnasse, mais il y a toutes ces organisations des arbres ici pour bien séparer le prisonnier de la vie de la ville. Et donc c'est aussi intéressant ces manières, ces façons d'organisation de la ville et de séparer le prisonnier de la ville. Pourquoi nous pouvons appliquer ces modèles-là à l'hôpital? Bien, c'est un modèle qui a commencé avec une prison, mais c'est un modèle que nous pouvons retrouver en beaucoup d'instituts de maladies mentales. C'est la plante d'un hôpital de la santé en Italie. En Italie, hôpital pour malades mentaux s'appelait, parce que maintenant, avec une loi de 1970, il n'y a plus hôpital pour malades mentaux, comme était organisé une fois. Il s'appelait manicomio. Et c'est intéressant comme c'est organisé avec ces modèles-là architecturaux du panopticon. Et ce qui reste, c'est en Toscane, à Siena, ces hôpitaux-là. Et c'est intéressant aussi l'organisation de cellules pour le malade. Après la clôture de cette typologie de bâtiments pour la maladie mentale, c'est où ils ont été détruits, ou ils sont devenus patrimoine de la collectivité nationale, avec une tentative de l'utiliser comme patrimoine historique. La chose intéressante, c'est que ces modèles de contrôle physique de corps que nous pouvons appliquer à la prison, à les hôpitaux de maladies mentales, nous pouvons l'appliquer aussi à l'organisation des écoles. Comme ça, on construit et organise beaucoup d'écoles. Et dans le texte de Foucault, il applique cette idée d'un contrôle biopolitique à la prison, à les hôpitaux de maladies mentales, à les hôpitaux en général et aussi à l'école. Parce que pas seulement du point de vue spatial, parce que dans beaucoup des écoles, il y avait des organisations spatiales où les étudiants pouvaient être contrôlés tout le temps et normalement vous êtes très jeune pour le savoir, mais en beaucoup de cas, il y avait l'organisation de l'espace, comme c'est ça, de la classe, et avec des couloirs très déterminants, avec des fenêtres pour le contrôle des étudiants ici. Et il y a un lien entre le contrôle spatial et les outils disciplinaires mis en place par les enseignants. Et il y a ici des exemples avec l'organisation disciplinaire des étudiants. Ils sont des exemples Foucaultiens. C'est ça, c'est un autre exemple
très intéressant. Ici, il était les cellules. C'est ça son école construite à partir de 1600, 1800. C'était ici, c'était l'étudiant. Et ça, c'est le contrôle opéré par les enseignants. C'est plus encore intéressant. C'est un collège de Navarre, de gravure de Martinet, dans le 1660. Il y a tout des photos et des références historiques que vous pouvez trouver dans le texte de Foucault. Okay. Et aussi, il parle de la pratique d'éducation. Et bien, avant, le premier, c'était une conférence sur le méfait de l'alcoolisme dans l'auditorium de la prison de Fresnes. C'est un détail. Le deuxième, c'est une machine à vapeur. C'était projeté vraiment pour la correction cellérifère des petites filles et des petits garçons. Et les pères et mères, oncles, tantes, tuteurs, tutrices, maîtres et maîtresses de pension, et généralement toutes les personnes qui auraient des enfants paresseux, gourmands, indociles, moutiles, insolents. C'est que je suis en train de lire ce qu'il a écrit, Ilia. Donc, toutes les personnes qui auraient des enfants paresseuses, gourmands, indociles, mutants, insolents, querelleurs, rapporteurs, bavardes, irréligieuses ou ayant quelque autre défaut, sont prévenus que M. Croque-Mitaine et Madame Bric-à-Brac viennent d'établir dans chaque chef-lieu de la mairie de la ville de Paris une machine semblante et qu'on reçoit tous les jours dans leur établissement, depuis midi jusqu'à 2 heures, tous les méchants enfants qui ont besoin d'être corrigés. Madame Lupogaru, le charbonnier Automago, mange sans faim et Mesdames Peinter furieuses ganagent sans pitié et boivent sans soif, amis et parents de Monsieur Croque-Mitaine et de Madame Bric-à-Brac établiront sous peu de semblants machines pour être envoyés dans les villes de Provence et s'y rendront eux-mêmes incessamment pour diriger l'exécution. Le bon marché de la correction donné par la machine à vapeur et les surprenants effets qu'elle produit engageront les parents à s'en servir aussi souvent que la mauvaise conduite de leur enfant pourra le nécessiter. On prend aussi en pension les enfants incorrigibles. Ils sont nourris à pain et eau. Et c'est une gravure du XVIIIe siècle. Que c'est bien, c'est peut-être amusant, mais c'est une façon pour parler de la façon où l'école était organisée et les étudiants très disciplinés. Ok. L'idée, c'est pour Foucault que ces modèles de contrôle du panopticon, de contrôle disciplinaire de l'école, de contrôle des étudiants, de contrôle de le corps malade et de la maladie mentale des femmes et des hommes, peut être applié à le bâtiment des hôpitaux en général. Et ce que j'ai tenté un peu de faire, c'est de voir si ces modèles-là, c'est encore comme ça. Parce que pour certains chercheurs qui étudient la pensée biopolitique de Foucault, c'est vrai. C'est encore un modèle
quand nous allons à construire un bâtiment hospitalier, un lieu de soins, ce que nous faisons, c'est encore seulement penser de contrôler le corps du malade. Et il y a des exemples, c'est ça, une salle de thérapie intensive, et je demandais un peu aussi, en travaillant avec des médecins et des infirmières au Chili, dans les hôpitaux chiliens, si ces modèles-là pouvaient encore être utilisés pour comprendre l'espace des hôpitaux. Et surtout, quand nous allons voir un modèle de contrôle, un petit tour qui va contrôler tout la parcellisation de la maladie, peut-être qu'il y a des correspondants. Quand nous allons voir qu'une salle intensive s'est construite avec un tour central de contrôle et de celle-là pour le malade, la comparaison entre le modèle panopticon et c'est ça vient un peu facile, non? Et c'est pour ça qu'à partir de la réflexion de Foucault, nous pouvons dire qu'aussi aujourd'hui, quand nous allons avoir certains bâtiments de soins, certains lieux de soins, certaines écoles aussi, nous avons l'impression que l'individu, le sujet là-bas, c'est un individu que j'appelais atomique. Qu'est-ce que signifie? Isolé et contrôlé. Mais du point de vue physique, son corps, sa corporalité, c'est isolé et contrôlé. Et, comme disait Foucault, au sein du dispositif panoptique, le sujet est toujours objet d'information, il y a une erreur, et jamais sujet de communication. Ça signifie que le sujet, ce n'est pas partie active des relations de communication. C'est l'objet. Tu dois faire, tu es malade, tu as certaines caractéristiques, mais tu n'es pas partie active. Et les dispositifs panoptiques, les hôpitaux, les lieux de soins, l'école, présentent une distorsion entre voir, donc participer activement dans la vision de voir, être vous. Parce que si je suis ici, je suis seulement vous. Je ne communique pas avec les autres. Je ne communique pas avec le gardien. Et c'est ce dispositif un contrôle biopolitique, c'est un politique du corps, mais du corps et de ma vie, et de ma existence. Okay? Cette critique peut être appliquée encore aujourd'hui, c'est ça mon question. Et nous pouvons dire oui, et nous pouvons aussi penser comme l'espace hospitalier, la relation entre la maladie dans l'hôpital et alentour de l'hôpital a été étudiée et améliorée. OK. Du point de vue de l'architecture, il y a une chose qui c'est très quantitatif, qui s'appelle Evidence-Based Design.
Et c'est une façon à travers laquelle les architectes, l'evidence-based design, c'est une façon à travers laquelle les architectes ont utilisé l'évidence, donc les preuves plus quantitatives, pour voir comment améliorer la construction des hôpitaux. Ils ont amené des enquêtes formelles pour améliorer la construction des hôpitaux. Si vous digitez en Internet evidence-based design, ils vont apparaître des articles, surtout en anglais, parce que c'est une chose plus anglo-américaine, qui vont étudier, vont analyser s'il y a des preuves de la relation entre les lieux et la santé. Et comme cette relation peut influencer la conception du projet et le projet architectural. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie sur la thématique des couloirs, de ventilation, de présence des fenêtres, de la présence de la luce. Donc, et pourquoi c'est intéressant ces choses-là? Pas seulement pour quelque chose de projet d'architecture, mais pour les usagers des projets d'architecture. Et donc, le patient et les professionnels. Parce que ce sont deux choses qui, dans toute la littérature de la médecine, sont très, très interreliées. Et donc, le design des hôpitaux va étudier la relation entre l'espace de la santé et la qualité perçue des soins. C'est très important. La douleur perçue et le nombre de remèdes requis par le patient. Et donc, il ne se traite pas seulement, il y a des articles comme c'est ça, Becker et John Douglas de 2006, il y a seulement l'idée de s'organiser l'espace de la santé pour éviter des erreurs pour part des infirmiers, des médecins, de tous les professionnels. Non. S'il y a un spécifique modalité d'espace bien organisée, là, il y a une relation entre la qualité perçue des soins, les douleurs perçues, la quantité de médicaments. Et c'est ça son étude plus quantitative, d'évidence médicale. Donc, nous pouvons questionner, nous pouvons penser à la relation singulière, psychologique, sociale, mais je pense que c'est une bonne aide, ces modalités-là, pour tenter d'améliorer la construction du bâtiment hospitalier. Et aussi, ils vont étudier comme c'est la situation des professionnels. Parce que souvent, nous oublions le rôle du professionnel et la qualité de travail, la qualité de vie des professionnels dans l'hôpital. Et donc, il y a des études qui mettent en relation le stress des professionnels, les erreurs qu'ils peuvent faire, et la qualité de l'espace hospitalier. Si la qualité de l'espace hospitalier s'est améliorée, il y a une réduction de stress et des erreurs des professionnels. Il y a aussi un livre en France qui parle de ces questions-là, qui s'appelle « Psychologie de la santé ». C'est un livre de Fischer et Tarquinio de 2014. Pour s'il y a quelqu'un intéressé. OK. Et, OK, donc, comme c'est donc le paysage de l'hôpital. Parce que quand je parle du paysage de l'hôpital, je parle de l'espace intérieur
Et donc, nous pouvons analyser l'espace intérieur à travers des enquêtes qualitatives ou quantitatives. Et surtout, dans ces moments, ils sont en train de développer ce que nous avons appelé evidence-based design. Mais le paysage de l'hôpital, c'est aussi déterminé pour un paysage extérieur. Et donc, le jardin, à la fois il y a un jardin dans un hôpital, et le paysage du quartier alentour de l'hôpital. Et, bien, j'ai fait un peu d'études au Chili, c'est mon expérience. C'était un hôpital qui s'appelle Hospital Padre Hurtado. C'est un hôpital au sud de Santiago de Chili. C'est un hôpital public, parce que l'organisation des hôpitaux chiliens, c'est très souvent organisé en clinique privée. C'est un hôpital public qui est aussi une clinique pour l'enseignement. Et il se trouve dans un quartier du sud de Santiago, et que c'est un quartier bien un peu plus difficile des autres. Et il s'appelle la commune, le quartier s'appelle San Ramon. Et l'hôpital, c'est un des centres médicaux du pays qui enregistre plus de revenus provenant de blessures par balle ou pour arme blanche. Parce que c'est un quartier un peu compliqué. Nous pouvons voir comme c'est la construction de ces bâtiments-là et la présence du quartier alentour, la présence de ce que nous pouvons appeler un jardin, un paysage. La chose intéressante, c'est un travail qu'on fait à l'école d'architecture, une école d'architecture privée de l'Université de Desarrollo, UDD, et avec en relation avec la faculté de médecine. Donc, c'est un exemple de collaboration entre un hôpital et une faculté d'architecture. Qu'est-ce qu'il passe? C'est ça l'entrée. C'est délimité cette entrée comme ça, parce que de cette part-là, il y a tout le développement du quartier. Et l'idée, c'est de créer un jardin partagé pour les familles de malades. Parce que surtout le dimanche, il y a ici un lieu où toutes les familles vont, comme avec le bus de différents d'autres quartiers. Le bus peut prendre 2 heures aussi. Et ils vont rester ici et à manger avant d'entrer avec le malade. OK? Et donc, l'idée, c'était avec les étudiants, de faire une intervention pour l'usage soit des familles des malades, soit des professionnels. Et donc, il y a été une enquête qualitative avant de commencer le travail. Et le résultat, c'était une intervention minimale, mais qui pouvait améliorer le jardin, comme première chose. Aussi, pourquoi le jardin, c'est à la fois plein de chênes qui sont sans espadron, parce qu'à l'entour de l'hôpital, il y a beaucoup. Et de faire des interventions pour que ce partage des espaces des jardins. Et donc, il a un peu changé la structure de ce paysage-là et de ce jardin-là, avec une intention de référence aux usagers.
des parcours. Ok? Il y avait une vidéo, mais je voudrais vous enseigner une vidéo parce que j'avais une vidéo. Il y a de temps. Hein. Il y a des questions? Une minute. Ouais. Non, je retrouve pas le vidéo. Ouais. Oh, ça, c'est nul. Mais d'accord, on comprend là au niveau des cours, mais ça fait une intervention vachement minimaliste à l'échelle du bâtiment. Enfin, c'est vraiment perceptible de façon... là, s'il ne tourne pas pendant 2 semaines, on voit plus rien. Oui, mais avant, il était bien, plus loin. Ouais, comme ça. Avant, il était plus loin. Il avait rien. Et l'idée, c'était bien. Mes photos ne sont pas. Mais l'idée, c'est de mettre des parcours, des lieux où les personnes, les professionnels, c'est pour santé. On mangeait, il y avait aussi des tables, mais c'était pas une idée invasive, non, de faire de grandes choses dans le jardin, mais de requalifier le jardin. Il n'y avait pas avant. Il y avait seulement des espaces très... Et pour ces raisons, je voulais la vidéo, mais je ne l'ai pas. Il n'y avait pas de jardin, il n'y avait pas de parcours, il n'y avait pas de lieux où c'est santé. Donc, ce n'est pas l'importance d'avoir de grandes choses, mais de créer des espaces minimaux où le professionnel et le malade peuvent, pour le moins, se sentir ou avoir une table pour manger. Et l'espace, c'est bien, le jardin dans un hôpital, c'est plus, je pense, idée, et nous pouvons en parler sur ça, c'est plus une idée de promener et une idée de mouvement. Parce que sinon, si nous allons faire des interventions massives, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que tu penses, par exemple? Comme tu pouvais adresser le problème pour vous, comme paysagiste. Comme vous pouvez penser le jardin d'un hôpital. Mais je ne sais pas si la question c'est vraiment ça. Enfin, déjà, est-ce qu'il faut partir sur un principe thérapeutique ou alors est-ce qu'il faut partir sur aménager les extérieurs pour accompagner le bâtiment pour que ça soit intéressant? Est-ce qu'on réfléchit de façon thérapeutique à créer des scènes, pourquoi pas sensibiliser la mémoire avec certaines scènes paysagères, ou alors est-ce qu'il faut réfléchir au bâtiment, à son intégration dans l'urbain, et du coup travailler plus de façon paysagère et en intégrant, du coup, ouais, je me répète un petit peu, mais le bâtiment. Donc, tu ne peux pas faire une intervention sur le bâtiment parce que le cours pour arriver au bâtiment, c'est déjà organisé. Ce que tu peux faire, c'est améliorer le jardin au principe de l'hôpital, que c'était pas bien organisé. OK? Et aussi, nous devons considérer les conditions climatiques du lieu. Nous devons considérer que c'est un hôpital public. Nous devons considérer que c'est Santiago du Chili. Il y a un spécifique climat pendant l'été et pendant l'hiver. Et donc, pour exemple, des interventions massives du point de vue végétal et de l'arbre, c'est un peu plus compliqué. Et faire une intervention minimale sur le parcours et organiser le parcours, c'est améliorer, par exemple, la pelouse, ce qu'ils ont fait. Peut-être déjà être un... Non? C'est un peu anecdotique à l'échelle de l'hôpital. Qu'est-ce que signifie que c'est un peu anecdotique? Ouais, c'est... Ah, ouais.
Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y a... ouais, ouais, ouais. Mais tu ne peux pas éliminer le parking et penser, ah, nous allons en faire un jardin. Et le parking, il ne sait pas... non, 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 ouais, ouais. Pour ces raisons, je dis, les étudiants de l'école d'architecture ont fait une intervention petite, mais je pense que c'était la seule chose qu'ils pouvaient faire. Je pense qu'avec un budget différent, avec la possibilité d'illuminer le parking, de faire un parc plus grand, soit le professionnel, soit le malade peuvent avoir une différente attitude. Mais c'est aussi la chose intéressante, c'est une intervention sur le paysage extérieur, mais la qualité de l'espace intérieur et la qualité des relations aussi dans les hôpitaux. Je voudrais voir s'il y a la possibilité de... C'est une intervention minimale, mais il démontre comme nous pouvons faire une intervention en relation avec des usagers et des cas très spécifiques dans l'hôpital. Je me suis... OK. OK. Et donc, c'est ça, il était un jardin. Nous allons avoir aussi qu'il y a des exemples de jardins thérapeutiques. Quand nous parlons surtout de la relation entre paysage et médecin, paysage et santé, il y a des études, surtout de psychologie et de médecine, qui portent des preuves médicales sur la réduction du stress et des preuves médicales liées à la présence ou à l'absence de paysages. Ce sont surtout des études de psychologie et des études de médecine. Nous avons vu la fois passée que le paysage, selon la thèse culturelle menée par beaucoup de philosophes, de géographes, de paysagistes, c'est quelque chose qui montre notre rapport au monde et ne peut pas être dissocié de notre manière de le représenter, de le percevoir et de le représenter. Et nous avons vu que le paysage, c'est un concept culturel, qu'il y a une idée de beaux paysages et de mauvais paysages, et qu'aujourd'hui, surtout à partir de la Convention européenne du paysage, il y a une idée de paysage partagé et un paysage qui c'est pas seulement dans le territoire d'excellence, mais un paysage qui c'est partout, aussi dans les milieux urbains, dans les campagnes, nous pouvons définir, je pense, comme paysage aussi, le jardin de l'hôpital que nous avons vu, et les territoires dégradés comme dans les territoires de grande qualité. C'est un peu la nouveauté, non? Qu'est-ce que c'est le paysage, je pense, dans ce contexte? C'est un processus culturel de relation entre notre perspective, notre culture, et c'est pour ça, et l'environnement. C'est pour cette raison que nous pouvons parler de relation entre paysage et santé, mais pas seulement avec de grandes échelles, non? C'est clair que quand nous parlons de la relation entre paysage et santé, quelle est la première chose qui... La planète de dimanche dans les bois. Quoi? La planète de dimanche dans les bois. Oui, mais à grande escale, quand nous parlons de quand l'environnement et comme les paysages s'est connecté à notre santé,
Nous pensons à des choses plus catastrophiques, des maladies, comme, je ne sais pas, mais pendant beaucoup de cours, les étudiants, quand je parle de relations entre environnement et santé, pensent souvent à, je ne sais pas, à Tchernobyl et à des grandes catastrophes, non? Sous grande échelle. Non? Comme vous êtes paysagiste, vous avez une autre idée de petite échelle du paysage. Et donc, d'un paysage qui va déterminer notre santé, notre cadre de vie aussi, parce que la santé, c'est quelque chose qui est plus général, pertient à notre cadre de vie, sur des petites échelles. Et donc, les paysages de l'école, les paysages de l'hôpital, le paysage de ma ville, de mon quartier, et qui va déterminer la même existence de la personne. Et quel est nous allons un peu voir minute parce que j'ai des problèmes. Ok. Il y a, pour ces raisons, pas seulement des études philosophiques, mais nous allons avoir aujourd'hui des autres études, des études plus psychologiques. Et ces études psychologiques vont connecter du point de vue quantitatif, et donc nous pouvons mener un critique, non? Sont études basées sur la réduction du stress et études sur l'attachement au lieu ou au paysage, et vont à évidencier qu'il y a une corrélation ou une relation, pas en causalité, parce que la causalité c'est quelque chose de plus déterminant. La relation c'est un terme plus neutre. La corrélation c'est une influence. Il y a une corrélation entre le paysage et la santé du point de vue psychoévolutif et pour des théories qui s'appellent de l'art, qui sont des théories de la perception. Et le cadre psychoévolutif sont des théories des psychologues sur le fait qu'il y a une réduction du stress, pas seulement, quand nous allons à travers un paysage, mais aussi seulement à le voir, à le percevoir. Et surtout, la thèse de cet auteur qui s'appelle Ulrich, qui est un psychologue de l'environnement, il dit que dans un environnement naturel non menaçant, c'est aussi intéressant. Il ne parle pas de wilderness comme nous avons dit hier. Il parle d'une nature maîtrisée, urbanisée, non menaçant. Nous ne sommes pas dans la forêt. Cet environnement naturel réduit les indicateurs physiques liés au stress. Et les indicateurs physiques liés au stress sont médibles du point de vue médical, comme la pression artérielle, comme la fréquence cardiaque, comme le cortisol sérique. Il y a des études intéressantes sur ça, et la conductance cutanée. Donc, il ne se traite pas seulement d'avoir un questionnaire qualitatif, tu te sens bien, tu te sens pas bien, mais de faire des mesures quantitatives. Bien, cet auteur-là donne une justification psychoévolutive que nous pouvons partager ou pas. Et il dit que l'origine de la réponse repose sur la survie de l'espèce humaine, c'est un peu tiré, et la réponse est adaptative et en conscience. Donc, ce n'est pas seulement en question d'organisation culturelle, c'est une réponse immédiate du corps. Et il y a aussi une théorie qui s'appelle ART, Attention Restoration Theory,
qui est une théorie de l'attention, de comment nous organisons et dirigeons notre attention. Et cet auteur-là, c'est un psychologue encore, et Ulrich et Kaplan sont considérés comme de base de la psychologie environnementale. Et il va analyser l'attention parce que il soutient que nous pouvons mieux concentrer et restaurer notre attention dirigée, focalisée, après avoir expérimenté quelque chose de naturel. À savoir quand une partie de notre esprit ne fonctionne pas parce qu'elle est attirée par une attention ou une fascination involontaire. Donc, regarder un cadre de nature, être dans la nature, se balader dans un parc, aujourd'hui c'était très à la mode, mais les antécédents psychologiques de cette théorie-là, que c'est un peu commercialisé, que c'est un peu médiatisé, sont des études scientifiques menées par des psychologues dans les années 60, 70 et 80, parce que c'est 1999. Et il se réfère, surtout cette étude-là, à la capacité du cerveau à se concentrer sur un stimulus ou une tâche spécifique. Et il dit la capacité du cerveau de se concentrer sur un stimulus est limitée. C'est vrai? Ce matin, c'est une démonstration, hein? Non. Okay. Est limitée et entraîne une fatigue d'attention dirigée. Et l'art, cette théorie, propose que l'exposition au milieu naturel encourage une fonction cérébrale plus facile, lui permettant ainsi de récupérer et de reconstituer sa capacité d'attention dirigée. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Pour vous. Oui, dans le paysage. C'est sera l'idéal parce que je veux que l'attention dirigée, je comprends. Mais c'est clair qu'il y a un conjoint des éléments et nous pouvons parler que du point de vue qualitatif, c'est nécessaire d'utiliser un développement plus complexe, mais c'est un expériment, une évidence très, très, très spécifique. Et ce n'est pas la seule, parce qu'il y a beaucoup d'autres études qui démontrent que les effets du paysage sur la santé proviennent d'une combination de 4 éléments pour Kaplan. Le paysage permet aux gens de prendre en distance de leur activité quotidienne, de décrocher. Deuxième, il capte l'attention des gens sans être trop stimulant, car une fascination agréable permet de recentrer l'attention. C'est un paysage quotidien aussi, c'est ça. Il y a des études Corpella et Artig dans le 1996, donc très récents, sont des études de psychologie environnementale, surtout dans le nord d'Europe. Aujourd'hui, il n'y a pas les étudiants de Norvège, de Suède, non. Sont dans le paysage à prouver que cette théorie, c'est bon. Et aussi, l'être dans un paysage permet la découverte de nouveaux éléments compatibles avec l'ambiance des lieux. Et donc, être dans un paysage, pour cette théorie-là, permet à l'utilisateur de faire ce qui lui plaît, créant de ce fait un sentiment de liberté. Pas un sentiment de constriction disciplinaire
quand vous êtes en train de percevoir dans ces moments. Et le paysage naturel sera, selon les études, plus réparateur naturel dans un parc, quelque chose qui a un élément de, en anglais ça dit greenery, plus réparateur que les paysages urbains. Et c'est ça, peut-être, référé aussi, je pense, à toute l'évolution du concept de paysage. Parce que c'est mieux pour la santé, quelque chose un paysage naturel, un paysage haut, et il n'est pas mieux un paysage urbain. Paysagiste? C'est une question, paysagiste. Est-ce que quelque chose qui s'est connecté directement, un sentiment connecté seulement avec la perception de mon corps, parce que je ne suis pas encore isolée dans le monde. À la fois, ça va mieux. Mais je suis encore culturelle, non? Vous êtes d'accord? Mais c'est à la fois un peu difficile, je pense, pour les études de psychologie environnementale, considérer l'aspect culturel. Et donc, ils vont considérer des éléments plus spécifiques des comportements. Mais ils sont très intéressants. Et les conséquences théoriques pour soit un philosophe, pour soit un paysagiste, pour soit un médecin, pour quelqu'un qui travaille avec le malade, mais aussi avec le professionnel de la santé, parce que c'est une catégorie importante, c'est une définition de santé qui doit être en relation avec l'espace. La santé, c'est pas seulement l'être malade ou pas malade. La santé, c'est aussi quelque chose qui c'est en relation avec les espaces que nous vivons. Mais je ne suis pas en train de parler de Tchernobyl, de grandes choses, non? De paysages quotidiens, de mon espace quotidien, de l'espace de l'école, de l'espace disciplinaire de l'école, de l'espace de la maladie, de l'espace de l'hôpital, de l'espace où je travaille comme professionnel de la santé. Et de l'espace où j'habite, de mon quartier aussi. Donc, ces cadres de vie, qui c'est aussi un thème à la mode aujourd'hui, mais c'est plus connecté, je pense, avec l'idée de santé. Et pour la santé, nous avons parlé de la nécessité de l'inclusion du paysage dans la pratique médicale et l'importance du point de vue théorique de la relation entre corps et espace, que ce n'est pas une chose nouvelle, c'est une chose que déjà le philosophe, le psychologue, les écriteurs français ont analysé. Et pour ces raisons, non, c'est ça, c'est mon article, mais ce n'est pas intéressant. Je voudrais que vous lisez aujourd'hui avec moi un article de Catherine Ward Thompson, elle est une femme architecte anglaise. Vous avez aussi dans le Moodle un article en français qu'elle a écrit. Mais aujourd'hui, nous allons lire ensemble l'article en anglais parce qu'il fait un peu l'histoire de la relation entre santé et paysage à partir de la mythologie, de le monde grec, de le monde latin, de l'architecture, de le développement du parc. Parce que à un certain temps, il y a la nécessité de construire des parcs. Vous le savez.
Pourquoi? Du point de vue esthétique, mais aussi sanitaire, non? Et nous allons avoir pourquoi dans cet article. Donc, pause. La mienne, c'était plus un petit introduction et focaliser sur mon expérience comme dans une